Et Entrée libre se devait de rendre hommage à l'homme de lettres italien le plus célèbre, Umberto Eco, mort vendredi dernier à 84 ans. Ce maître des mots, sémiologue, philosophe, avait mis aussi son érudition et son humour au service du roman. Avec Le nom de la rose, paru en 1980, puis adapté au cinéma, il connut un succès phénoménal. Nous avions pu le rencontrer lors de la sortie de son livre « Construire l'ennemi » et autres écrits occasionnels. Portrait d'un penseur pluriel par Sabrine Kasbaoui. C'est encore un peu de sens qui se perd avec la disparition vendredi d'Umberto Eco, grand penseur piémontais, écrivain, linguiste et philosophe à l'érudition surnaturelle. Umberto Eco, c'était aussi Le nom de la rose. Souvenez-vous, cette enquête policière sur fond médiéval, adaptée au cinéma et qui s'est vendue depuis sa sortie en 1980 à plus de 15 millions d'exemplaires. Pourtant, Aristote a consacré son second tome de la poétique à la comédie, et il en fait un instrument de vérité. Nous avions eu la chance de le rencontrer en 2014 à l'occasion de la sortie de son recueil d'essais Construire l'ennemi, où il abordait des sujets aussi bien politiques que philosophiques ou littéraires. Grâce à son immense savoir et sa curiosité d'ogre, Umberto Eco bâtissait des mondes. On ne peut pas raconter une histoire si on n'a pas construit un monde dans lequel vous savez comment bouger, et si quelque chose se trouve à droite ou à gauche. Et la construction de ce monde représente pour moi la partie la plus fascinante de l'entreprise de l'écriture. Parfois, je reste 2 ans ou plus sans écrire, mais je prépare cet univers. Pour mon roman « L'île du jour d'avant », c'était évidemment l'univers des cartes géographiques, de toute la recherche des endroits, etc. Et ça, c'est l'aspect fascinant, parce que peu à peu, on construit ce monde de haut niveau dedans, sans que les autres le sachent. Essayiste prolifique, Umberto Eco a publié sa première fiction à 48 ans. Pourtant, depuis son plus jeune âge, il n'a eu de cesse de raconter des histoires. Il commençait même par en dessiner les illustrations, une méthode qu'il avait d'ailleurs conservée. J'avais les modèles des livres d'aventure que j'avais, et peut-être parce que mon grand-père était un typographe, et donc j'avais cette attention pour les livres en tant qu'objet imprimé. Alors je faisais moi-même le livre, alors j'imitais l'imprimerie et tout. Et j'ai commencé à faire des illustrations parce que c'était plus facile. Et ça pouvait donner même un appui à l'imagination pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il avait un vrai don pour l'irrévérence et les images de comédie. Chez Umberto Eco, la fiction nourrit la réflexion philosophique autant que la philosophie nourrit la fiction. La question du vrai et du faux était d'ailleurs au centre de sa pensée. Un philosophe est toujours intéressé à savoir qu'est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que c'est faux. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas le temps de terminer la recherche. Il meurt avant de l'avoir établi. Mais j'étais toujours fasciné par les problèmes de l'ontologie de personnages de fiction. Est-ce que c'est vrai que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Le pape dirait oui, mais le Dalai Lama, non. Est-ce que c'est vrai que Superman et Clark Kent, tous les deux seraient d'accord? Voilà. Si on trouve quelque chose qui est aussi vrai que l'identité entre Superman et Clark Kent, alors on peut parler de vérité. Sémioticien, Umberto Eco étudiait le langage, le sens des mots et des signes. On lui avait donc demandé la signification de son propre nom, Eco. Mon grand-père paternel était un enfant trouvé, donc le nom avait été donné par un employé de la mairie, comme il arrive d'habitude. Et finalement, un ami à moi, en faisant des recherches dans la bibliothèque grégorienne sur des autres sujets, a trouvé une liste d'acronymes des jésuites pour les enfants trouvés. Un, c'était Ex Caelis Oblatus, donné par les cieux.